Une agent immobilière au sourire carnassier se tenait dans mon entrée, flanquée de deux inconnus qui scannaient mes murs comme s'ils prenaient déjà des mesures pour leur futur tableau. Ma mère, dans une tenue de soirée totalement inappropriée pour un mardi après-midi, a lancé d'une voix de stentor, visite pour la villa à 1,2 million d'euros. Mon père, adossé au mur de mon salon avec la décontraction d'un propriétaire légitime, a souri en croquant dans une pomme prise dans ma corbeille de fruits. C'est pour ta sœur. On signe ce soir. Je hais n'ai pas hurlé. Je hais n'ai pas pleuré. J'y ai senti le sol se dérober sous mes pieds, mais j'y ai gardé le menton haut. J'y ai simplement hoché la tête, fait demi-tour et foncé chez le notaire sous une pluie battante. Le contrat de vente était déjà imprimé sur son bureau en acajou. Il a lu une seule note sur son écran, son visage s'est décomposé, et il a chuchoté, bloqué. Vente interdite. Et c'est à ce moment précis, dans le silence feutré de son cabinet, qu'il a lâché son stylo, provoquant un bruit qui a résonné comme le coup des envois de ma vengeance. Avant de vous plonger dans les détails sordides de cette trahison familiale et de vous raconter comment j'y ai regardé et l'arrogance de mes parents se transformer en terreur pure, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure est-il chez vous en ce moment. J'y adore lire vos réponses, cela me donne l'impression que nous formons une immense table ronde de soutien, peu importe la distance qui nous sépare. Je m'appelle Océane. J'ai 32 ans et je suis gémologue, experte en diamants et pierres précieuses. Mon métier consiste à regarder au-delà de l'éclat superficiel pour trouver les impuretés cachées, les fractures invisibles à l'œil nu qui dévaluent une pierre. C'est une compétence que j'aurais dû appliquer à ma propre famille bien plus tôt, mais tel amour filial est un voile épais qui nous aveugle souvent sur la réalité. Je vis à Villefranche-sur-Mer, dans une villa surplombant la Méditerranée, un héritage de mon grand-père paternel, Alistair. Cette maison n'est pas juste un bâtiment de pierre et de verre, c'est mon refuge, mon sanctuaire, la preuve tangible que quelqu'un, un jour, m'a aimé pour ce que j'y étais, et non pour ce que je pouvais rapporter. Ce jour-là, je rentrais d'un voyage des affaires épuisant à Anvers. La météo était exécrable, un de ces orages méditerranéens violents où le ciel semble vouloir écraser la terre. En arrivant devant mon portail en fer forgé, j'y ai ressenti un premier frisson, et ce n'était pas dû au froid. Une berline noire, luxueuse mais vulgaire, était garée dans mon allée, bloquant l'accès à mon garage. J'y avais confié un double de mes clés à mes parents 3 ans auparavant, après une hospitalisation des urgences, pour qu'ils puissent arroser mes plantes. Une erreur fatale. Une erreur de débutante. En insérant ma clé dans la serrure, j'y entendais déjà des voix. Des rires. Le bruit cristallin de mes verres à vin qui s'entrechoquent. Mon cœur battait la chamade, un tambour sourd dans ma poitrine. J'y ai poussé la porte et l'odeur m'a frappé de plein fouet. Ce n'était pas l'odeur de mon diffuseur de figuier sauvage. C'était un mélange esséurant de parfums bon marché capiteux et des après-rasages musqués. Madame Bérénice, l'agent immobilière la plus redoutée de la côte pour ses méthodes de requin, était là, au milieu de mon hall des entrées. Elle portait un tailleur rouge sang qui jurait violemment avec les tons crème de ma décoration. Elle pointait du doigt mon escalier en colimaçon, une pièce unique en fer forgé, tout en parlant à un couple de quinquagénaires. L'homme, corpulent, portait une montre en or trop grosse pour son poignet. La femme caressait le velours de mon fauteuil préféré comme si elle l'avait déjà acheté. Et ici, vous avez une hauteur sous plafond de 4 mètres, idéale pour vos réceptions, minaudait Madame Bérénice. Je suis restée figée sur le seuil, ma valise à la main, l'eau de pluie ruisselant de mon trench coat sur le marbre blanc. C'est alors que mes parents sont sortis de la cuisine. Ma mère, Clotilde, tenait une de mes tasses en porcelaine fine. Mon père, Rodolphe, finissait sa pomme. Ils avaient l'air si chez eux. Si propriétaires. Si légitimes. Ah, Océane, tu rentres plus tôt que prévu, a dit ma mère, sans la moindre trace de gêne, comme si elle commentait la météo. Elle s'est tournée vers les visiteurs avec un sourire mielleux. Ne faites pas attention, c'est la locataire actuelle. Elle déménage très bientôt. Le mot locataire a résonné dans ma tête comme une insulte. Mon sang a cessé de circuler. J'y ai posé ma valise avec une lenteur délibérée. Le bruit des roulettes sur le sol a fait sursauter l'agent immobilier. Maman, que est-ce qui se passe ici? Ai-je demandé, ma voix tremblant à peine malgré la tempête intérieure qui menaçait de tout dévaster. Mon père s'est avancé.
Il a toujours eu cette façon de marcher, lourde, autoritaire, celle d'un homme qui pense que le sol lui doit quelque chose. Il a jeté son trognon de pomme dans ma poubelle design sans même la regarder. On aide ta sœur, Océane. Luna a des ennuis. De gros ennuis financiers. On vend la maison. C'est réglé. L'affaire est conclue. Le couple des acheteurs a échangé un regard inquiet. L'homme a froncé les sourcils. Excusez-moi, je croyais que la maison était libre de toute occupation et que cette dame était sur le départ? Elle le sera. A aboyé mon père, coupant la parole à tout le monde. Il m'a saisi par le bras, ses doigts s'enfonçant douloureusement dans ma chair, et m'a entraîné vers le couloir menant à la buanderie, loin des oreilles indiscrètes des acheteurs potentiels. Sa poigne était ferme, brutale. C'était la poigne d'un homme qui n'avait jamais accepté que sa fille ne soit plus sa chose, sa propriété, son extension. Écoute-moi bien, petite ingrate, a-t-il sifflé, son visage rougeau à quelques centimètres du mien, son haleine chargée de café et de tabac froid me donnant la nausée. Ta sœur doit 400 000 € à des gens qui ne plaisantent pas. Des usuriers. Si on ne paie pas avant la fin de la semaine, ils vont s'en prendre à elle physiquement. Cette maison, c'est la seule solution. Tu es la sœur aînée. C'est ton devoir absolu de protéger la famille. Je les regarder dans les yeux, cherchant une once d'humanité, une once d'inquiétude pour moi, pour le fait qu'ils étaient en train de me jeter à la rue, de vendre le toit au-dessus de ma tête. Je n'ai rien vu. Rien que du calcul froid. Rien que Luna. Toujours Luna. Luna la magnifique. Luna la fragile. Luna est l'enfant roi qui dévorait tout sur son passage. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la veille, j'y avais reçu un appel d'un vieux contact à Marseille. Je savais des choses sur la dette de Luna qu'ils ne savaient pas. Et surtout, ils avaient oublié un détail crucial, un détail juridique scellé dans le testament de mon grand-père il y a 5 ans. Un détail qui allait transformer leur victoire en cauchemar. Ne fais pas de scandale devant les acheteurs, Océane, a menacé mon père en serrant mon bras encore plus fort. Ou je te jure que je détruirai ta carrière. Je dirai à tout le monde dans le milieu des diamantaires que tu es instable, que tu voles des pierres. Qui croira une femme seule contre ses parents respectables? Je me suis dégagé brusquement de son étreinte. J'y ai lissé la manche de mon trench. J'y ai regardé ma mère qui observait la scène de loin, vérifiant son reflet dans le miroir de l'entrée. J'y ai réalisé à cet instant précis que je n'avais plus de parents. J'y avais face à moi des prédateurs. Des parasites qui avaient décidé de me saigner à blanc. Alors, j'y ai pris une décision qui allait changer le cours de nos vies. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. J'y allais les détruire avec la seule arme qu'ils respectaient et craignaient par-dessus tout, la loi. Des accords, ai-je dit doucement. Mon père a cligné des yeux, surpris. Des accords? Oui. Si c'est pour Luna. Des accords. Il a souri, triomphant. Je savais que tu comprendrais. Allez, disparais. Laisse-nous finir. Je suis sorti sous la pluie, laissant derrière moi ma maison, mes souvenirs et ma famille. Mais en montant dans ma voiture, mes mains ne tremblaient plus. J'y ai démarré le moteur. Je savais exactement où j'y allais. Et ce que j'y allais déclencher n'était pas une simple dispute, c'était une exécution judiciaire. Pour comprendre la violence de ce moment, pour comprendre pourquoi j'ai été prête à envoyer mes propres géniteurs derrière les barreaux, il faut remonter le temps. Il faut que vous compreniez qui est Luna. Luna, ma cadette de 4 ans, a toujours été le soleil autour duquel ma famille orbitait. J'y étais, au mieux, une planète lointaine, froide et utilitaire. Dès notre plus tendre enfance, la dynamique était tragiquement claire. Si je ramenais un 18 sur 20 en mathématiques, mon père demandait pourquoi je n'avais pas eu 20. Si Luna ramenait un 10 sur 20 en dessin, ma mère organisait un dîner de fête pour célébrer son âme d'artiste et sa créativité débordante. J'y étais le brouillon, elle laissait rater, Luna était le chef des œuvres, la perfection incarnée. Elle était belle, certes, avec ses boucles blondes et ses yeux de chat, mais elle était surtout manipulatrice, paresseuse et totalement irresponsable. Mes parents, Clotilde et Rodolphe, ne sont pas des monstres de contes de fées. Ce sont des notables de province, respectés par le curé et le maire. Mon père a été conseiller municipal, ma mère organise la kermesse de la paroisse.
Mais derrière les volets clos de notre maison des enfances, ils ont créé un monstre. Ils ont appris à Luna qu'elle n'avait jamais, absolument jamais, à subir les conséquences de ses actes. Il y a 3 ans, Luna a décidé qu'elle voulait devenir influenceuse et lancer sa propre marque de cosmétiques bio, bien qu'elle n'ait aucune compétence en chimie ni en marketing. Mes parents ont hypothéqué leur résidence secondaire pour lui donner 100 000 € de capital de départ. En 6 mois, l'argent s'est volatilisé. Il n'a pas servi à la recherche et développement. Il a été englouti dans des soirées de lancement luxueuses à Saint-Tropez, des voyages en première classe à Dubaï pour trouver de l'inspiration, et des sacs de créateurs. Il n'y a jamais eu un seul rouge à lèvres produit. Pas un seul. Quand j'y ai essayé, lors d'un déjeuner dominical, de leur dire que Luna les manipulait et qu'elle menait une vie de débauche avec leur argent, ma mère m'a giflé. C'était devant le gigot des agneaux. Le bruit de la gifle a suspendu le temps. « Tu es jalouse » avait-elle hurlé, la bave aux lèvres. « Tu as réussi, toi, avec tes pierres froides et ton compte en banque. Ta sœur a une âme sensible, elle a besoin des aides pour décoller. Tu es égoïste, Océane. Tu as un cœur de pierre, exactement comme ceux que tu vends. » Cette phrase m'a hantée pendant des années. Un cœur de pierre. Peut-être. Mais les pierres sont solides. Elles résistent à la pression. Elles ne plient pas sous le poids du mensonge. La villa où je vis, cette magnifique bâtisse des années 30, ne vient pas de mes parents. Elle est l'héritage direct de mon grand-père Alistair. Il était le seul, dans cette famille dysfonctionnelle, à voir clair dans leur jeu. Il méprisait la façon dont Rodolphe et Clotilde gâtaient Luna tout en m'ignorant. Avant de mourir d'un cancer foudroyant il y a 5 ans, il m'avait convoqué à l'hôpital. Je revois encore ses mains, parcheminées et tremblantes, serrant les miennes. « Océane, m'avait-il dit d'une voix rauque, je te laisse la maison. Pas à ton père. À toi. Uniquement à toi. Mais attention, ma fille. Ils vont essayer de te la prendre. Ton père pense que tout ce qui porte le nom Arlon lui appartient de droit divin. Promets-moi de te protéger. Promets-moi de ne jamais les laisser gagner. » J'y avais promis, les larmes aux yeux, sans vraiment croire qu'ils oseraient aller aussi loin. Je ne savais pas à quel point le vieil homme avait raison. Il avait vu le futur. Aujourd'hui, Luna a 28 ans. Elle ne travaille pas. Elle vit dans un appartement loué par mes parents. Et apparemment, elle a contracté une nouvelle dette colossale. 400 000 €. Mon père a parlé de gens dangereux. Je savais que c'était vrai. Luna fréquentait des cercles douteux, des flambeurs, des types qui prêtent de l'argent à des taux criminels dans les arrière-salles des casinos de la côte. Mais ce qui me brisait le cœur en cet instant, alors que je conduisais sous la pluie, ce n'était pas l'argent. Ce n'était même pas la maison en soi. C'était la facilité déconcertante avec laquelle ils avaient décidé de me sacrifier. Ils n'avaient pas demandé. Ils n'avaient pas supplié. Ils n'avaient pas organisé une réunion de famille pour chercher des solutions. Ils avaient décidé, dans mon dos, pendant que je travaillais dur à l'étranger, de vendre mon refuge pour couvrir, encore une fois, les erreurs impardonnables de Luna. Je me suis revue, petite fille, attendant sous le préau de l'école que mon père vienne me chercher, tandis qu'il avait oublié parce qu'il emmenait Luna à son cours de poney. J'y ai revu tous les Noëls où mes cadeaux étaient utiles, des chaussettes, des dictionnaires, et ceux de Luna étaient futiles et hors de prix. Cette vie-là, c'était ma revanche sur la vie. C'était la preuve tangible que je pouvais réussir sans eux, malgré eux. Et ils voulaient me l'enlever pour la donner en pâture aux créanciers de ma sœur. Je voudrais faire une pause ici et vous poser une question sincère, des humains à humains. Mettez-vous à ma place un instant. Imaginez la scène. Si vos parents, les gens censés vous aimer inconditionnellement, tentaient de vendre votre maison dans votre dos pour sauver un frère ou une sœur toxique, que feriez-vous? Est-ce que vous céderiez par devoir familial, par culpabilité? Ou est-ce que vous vous battriez jusqu'au bout? Dites-le moi dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de savoir si je suis la seule à penser que le lien du sang a des limites infranchissables. La douleur de la trahison était vive, comme une coupure de papier, fine mais brûlante. Mais alors que je regardais les essuie-glaces battre la mesure de ma colère, quelque chose en moi a changé. La tristesse a laissé place à une détermination froide. Une colère méthodique, chirurgicale. Il voulait jouer au Monopoly avec ma vie? Très bien.
Mais ils avaient oublié que le jeu avait des règles, et que je détenais le livre des règlements, écrit par mon grand-père. J ai saisi mon téléphone, à l'écran illuminant à l'habitacle sombre. J ai envoyé un seul message vocal. Maître, je dois vous voir. Urgence absolue. Code rouge à Lister. Mais je ne savais pas encore que mon père avait prévu une dernière manœuvre, une action si basse, si vile, qu'elle allait me donner la nausée et sceller leur destin à jamais. Alors que je quittais l'allée de ma propre maison, chassée comme une intruse, mon père m'a rattrapé près de la grille. Il a tapé à ma vitre. J ai baissé la fenêtre de quelques centimètres, laissant entrer l'air humide et l'odeur de la trahison. « Tu es encore là » a-t-il grogné. Son masque de père bienveillant était tombé depuis longtemps. Il ne restait que tel homme autoritaire, le patriarche blessé dans son orgueil. « C'est ma maison, papa. C'est mon nom sur l'acte de propriété. »« Tu ne peux pas faire ça, » ai-je répondu, ma voix gagnant en assurance. Il a ri. Un rire sec, sans joie, qui a glacé mon sang plus sûrement que la pluie. « Ton nom ? » Tu portais Mohen, nom de famille, Océane. Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Grâce à l'éducation que je t'ai payée, grâce au toit que je t'ai offert pendant 20 ans. C'était faux. Archi faux. J'y avais payé mes études de gémologie en travaillant la nuit dans des bars, en triant du courrier, en sacrifiant ma jeunesse. Il n'avait jamais versé un centime pour mon école. Mais réécrire l'histoire était sa spécialité. Il était le héros de son propre roman, et nous n'étions que des figurants. Ma mère s'est approchée à son tour, jouant sa carte maîtresse, celle de la victime éternelle. Elle a posé une main sur le montant de la portière. « Chérie, sois raisonnable » a-t-elle pleurniché. Ta sœur a peur. Elle pleure tous les jours. Elle ne mange plus. Tu ne veux pas qu'il lui arrive malheur, n'est-ce pas? On te remboursera. Dès que les affaires de papa reprendront, dès que le marché de l'immobilier remontera, on te remboursera chaque centime. C'était le même refrain depuis 10 ans. On te remboursera. Je n'avais jamais revu les 5 000 € que je leur avais prêtés pour réparer leur toiture l'an dernier. Pas un seul centime. Je ne vendrai pas, ai-je articulé distinctement. Le visage de mon père a changé. Il est passé du mépris à la menace pure. Il s'est penché vers moi, envahissant mon espace vital. Tu n'auras pas le choix. J et une procuration, Océane. Tu te souviens? Celle que tu as signée quand tu es parti en Afrique pour ton stage de fin d'études, il y a 5 ans. Je me suis figé. Mon estomac s'est noué. C'était vrai. Il y a 5 ans, jeune et naïve, avant que les relations ne se détériorent totalement, j'y avais signé un papier chez un notaire pour qu'il puisse gérer mon courrier administratif et mes factures pendant mes 6 mois d'absence au Botswana. Cette procuration est caduque, papa. Et elle ne couvrait que la gestion courante, pas l'aliénation d'un bien immobilier, ai-je rétorqué, cherchant dans ma mémoire les termes exacts du document. Ça, c'est ce qu'on verra, a-t-il murmuré avec un sourire mauvais qui déformait ses traits. J est un ami notaire, maître Gambier, qui est beaucoup moins regardant que le tien sur les détails administratifs. Le compromis de vente est prêt. Madame Bérénice a les acheteurs. Ils ont le financement. Ça se signe ce soir, avec ou sans toi. Et si tu fais un scandale maintenant, si tu retournes là-dedans pour crier au loup, je te jure que je dirai à tout le monde que tu es folle. Que tu es sous antidépresseur lourd. Que tu as des hallucinations. Qui croira une femme célibataire, sans enfant, aigrie, contre ses parents aimants et dévoués? La menace était claire. Il était prêt à utiliser la stigmatisation de la santé mentale pour me discréditer. Dans mon métier, la réputation est tout. Si on me pensait instable, aucun courtier, aucun joaillier ne me confierait plus jamais une pierre de valeur. Il visait ma vie professionnelle pour sauver la vie de débauche de Luna. J'y ai regardé ma mère. Elle a baissé les yeux, fixant ses chaussures trempées, complice silencieuse de ce chantage affectif et social monstrueux. À cet instant, J ai compris qu'il ne servait à rien de discuter. La logique ne fonctionnait pas avec eux. Et l'empathie non plus. Ils avaient tout prévu. Ou du moins, ils le croyaient. Ils pensaient que j'étais coincé dans un étau. Ils pensaient que la peur du scandale public me ferait plier l'échine comme je l'avais toujours fait. J'y ai pris une grande inspiration, remplissant mes poumons de l'air froid.
J ai forcé mes muscles faciaux à se détendre. J ai affiché un visage neutre, ce visage de poker que j'utilise lors des négociations difficiles à Anvers ou Tel Aviv. D'accord, ai-je menti? Mon père a cligné des yeux, surpris par ma capitulation si rapide. D'accord? Oui. Je ne veux pas de scandale. Faites ce que vous avez à faire. Il a soupiré de soulagement, une expression triomphante envahissant ses traits porcins. Je savais que tu étais une fille intelligente au fond. Allez, va faire un tour. Va te calmer. Laisse-nous finir la visite. On t'appellera pour signer les papiers finaux ce soir, ou j'y utiliserai la procuration si tu es trop émotive pour tenir un stylo. Je vais faire un tour, ai-je répété comme un automate. J'y ai remonté ma vitre. J'y ai vu mon père tapoter à l'épaule de ma mère, victorieux. Il retournait vers la maison, vers ma maison, comme des conquérants. J'y ai enclenché la marche arrière. La pluie redoublait d'intensité, transformant le paysage en une aquarelle floue et grise. Profitez bien de votre victoire éphémère, ai-je murmuré pour moi-même. Je suis sorti du quartier résidentiel, mes pneus crissant sur l'asphalte mouillé. Je ne conduisais pas sans but. Je savais exactement où j'y allais. Et ce que j'y allais déclencher, elle n'était pas une simple dispute de famille. C'était une guerre nucléaire, une déflagration qui allait raser les fondations mêmes de notre famille. Mais alors que je m'engageais sur la route côtière, mon téléphone a vibré sur le siège passager. C'était un message de ma sœur, Luna. Juste 3 mots qui ont failli me faire perdre le contrôle du véhicule. Merci sœurette. Bisous. Elle savait. Elle attendait quelque part, probablement dans un bar à cocktail ou chez une amie, que je sois dépouillée pour continuer sa vie de princesse. J'y ai écrasé l'accélérateur. La course contre la montre avait commencé. La route vers le cabinet de maître Vaugrenard serpentait le long de la corniche, offrant une vue vertigineuse sur la mer déchaînée. Les vagues se fracassaient contre les rochers en contrebas, des gerbes des écumes blanches montant vers le ciel gris. C'était le reflet exact de mon état d'esprit, tumultueux, violent, incontrôlable. Pendant que je conduisais, mon téléphone, connecté au système Bluetooth de la voiture, n'arrêtait pas de s'allumer. C'était le comité de soutien de mes parents qui entrait en action. Ma tante Huguette, la sœur aînée de mon père, une femme aigrie qui passait sa vie à juger les autres tout en vivant des allocations de son 3e ex-mari, m'a envoyé une rafale de messages vocaux. J'y ai fait l'erreur d'en écouter un. Sa voix criarde, amplifiée par les haut-parleurs de la voiture, a rempli l'habitacle comme une toxine. Océane. Ta mère m'a appelé en pleurs. Elle m'a dit que tu faisais la tête parce qu'ils doivent vendre la maison. Franchement, tu es incroyable des égoïsmes. Avec tout l'argent que tu gagnes avec tes cailloux, tu ne peux pas aider ta petite sœur? Tu as une villa de 5 chambres pour toi toute seule. C'est indécent, Océane. Pense à la famille pour une fois. Luna est fragile, elle a besoin de nous. J'y ai frappé le volant de rage. Luna est fragile. C'était l'excuse universelle, le mantra familial. Luna était fragile, donc elle pouvait mentir. Luna était fragile, donc elle pouvait voler. Luna était fragile, donc elle pouvait détruire. Moi, j'y étais forte, j'y étais la résiliente, donc je devais payer. Je devais absorber les chocs. Je devais être le pare-buffle de ces accidents de vie. J'y ai coupé le son du téléphone, laissant les notifications s'empiler dans le vide. Je repensais à mon grand-père Alistair. Il était le patriarche, un homme dur mais juste, qui avait bâti sa fortune dans l'import-export après la guerre. Il avait vu Luna grandir. Il avait vu comment elle manipulait la vérité dès l'âge de 6 ans pour obtenir des bonbons ou des jouets. Et il avait vu comment je me réfugiais dans les livres, dans le silence de sa bibliothèque, pour échapper à l'ambiance toxique de la maison. Un jour, peu avant sa mort, alors que je lui tenais la main dans sa chambre des hôpitaux qui sentait l'éther à la fin, il m'avait dit « La richesse ne change pas les gens, Océane. Elle les révèle. L'argent est un amplificateur de caractère. Si tu es bon, tu feras de grandes choses, tu aideras les autres. Si tu es pourri à l'intérieur, l'argent te fera pourrir encore plus vite. Tes parents, ils aiment l'image de l'argent plus qu'ils ne se respectent eux-mêmes. » C'est lui qui avait présenté à maître Vaugrenard. C'est lui qui avait insisté, presque paranoïaque, pour blinder mon héritage.
Un jour, ils viendront pour toi, avait-il prophétisé. J'y avais trouvé ça exagéré à l'époque. Aujourd'hui, je le remerciais à chaque virage, à chaque coup de frein. Je suis arrivé devant l'immeuble du notaire, dans le centre de Nice. C'était un vieux bâtiment haussmannien, solide, imperturbable, avec une immense porte cochère en bois verni. J'y ai garé ma voiture en double fil, tant pis pour l'amende. J'y ai couru sous la pluie jusqu'au porche, serrant mon sac à main contre ma poitrine comme une bouée de sauvetage. J'y ai sonné à l'interphone. Vidéophone. La secrétaire, Martine, une dame d'un certain âge aux lunettes à chaîne et aux chignons stricts, elle m'a vu arriver trempée, les cheveux collés au visage, essoufflée. Elle me connaissait bien. Mademoiselle Arlon? Maître Vaugrenard est en rendez-vous, mais... C'est une urgence vitale, Martine, ai-je coupé, ma voix brisée par l'émotion. Mes parents sont en train de vendre la villa à Lister. En ce moment même. Ils ont un acheteur. Ils ont un notaire véreux. Ses yeux se sont écarquillés derrière ses verres épais. Elle a immédiatement appuyé sur le bouton des ouvertures. Monter. Tout de suite. L'ascenseur en fer forgé semblait monter trop lentement. Chaque seconde était une torture. J'y imaginais mon père signant le compromis. J'y imaginais Madame Bérénice débouchant le champagne. Enfin, la porte en acajou du deuxième étage s'est ouverte. Maître Vaugrenard était là, debout dans le couloir. C'était un homme grand, chauve, avec une barbe grise impeccablement taillée et des yeux perçants qui avaient vu défiler des milliers de conflits de succession. Il dégageait une aura de calme olympien. « Entrez, Océane », a-t-il dit doucement, sans poser de questions inutiles. Je suis entré dans son bureau, un sanctuaire tapissé de livres de droit reliés en cuir et de dossiers épais. L'odeur de vieux papier, de cire pour meubles et de tabac à pipet m'a un peu apaisé. C'était l'odeur de la loi. L'odeur de l'ordre. Racontez-moi, a-t-il ordonné en me tendant une boîte de mouchoirs en soie, bien que je ne pleure pas. C'était l'eau de pluie qui coulait sur mon visage, se mêlant à la sueur froide de la peur. J'y ai tout déballé, les mots sortant en cascade. L'agent immobilier. La visite surprise. La menace de mon père. La fausse procuration d'attendez il y a 5 ans. Le chantage affectif. La dette de Luna auprès des usuriers. Maître Vaugrenard écoutait sans m'interrompre, assis derrière son immense bureau, tapotant silencieusement son stylo Montblanc sur son buvard vert. Quand j'y ai mentionné la procuration de 5 ans, ses sourcils broussailleux se sont froncés. Une procuration pour gérer le courrier ne donne aucun droit sur l'aliénation d'un bien immobilier, a-t-il dit d'une voix grave, presque caverneuse. Ils utilisent ce document pour signer un compromis de vente, c'est du faux et usage de faux. C'est du pénal, Océane. C'est la prison. Il s'en fiche, ai-je répondu, tremblante. Mon père a dit qu'il avait un notaire moins regardant. Maître Gambier. Ils veulent forcer la vente aujourd'hui. Ils sont désespérés. Gambier, a murmuré Vaugrenard avec une grimace de dégoût. Je connais l'individu. Un homme qui a plus de dettes que de scrupules. Il s'est tourné vers son ordinateur. Il a ajusté ses lunettes sur son nez aquilin. Voyons voir le fichier immobilier central. Si Gambier a ouvert un dossier de vente sur votre parcelle, je vais le voir tout de suite. Le système est interconnecté en temps réel. Le silence dans la pièce était total, lourd, oppressant. Seul le cliquetis rapide de son clavier et le bruit de la pluie fouettant les hautes fenêtres troublaient la quiétude du lieu. Mon cœur battait si fort que j'y avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine pour s'écraser sur le bureau. Et est-ce s'ils avaient réussi? Et est-ce s'ils avaient trouvé une faille juridique? Et si grand-père avait oublié quelque chose? Soudain, Maître Vaugrenard a arrêté de taper. Il a fixé à l'écran. Il a plissé les yeux, elle s'est penchée en avant, puis elle s'est lentement redressée dans son fauteuil en cuir qui a craqué sous son poids. Un sourire énigmatique, presque cruel, elle s'est dessiné sur ses lèvres minces. Océane, a-t-il dit, sa voix teintée d'une satisfaction professionnelle intense. Est-ce que votre père sait ce qu'est une clause des inaliénabilités temporaires avec réserve des usufruits inversés et verrou biométrique? Je ne crois pas, ai-je balbutié, perdu dans le jargon. Parfait, a répondu le notaire en croisant les doigts.
parce qu'il est sur le point de l'apprendre de la manière la plus douloureuse qui soit. Maître Vaugrenard a fait pivoter son grand écran vers moi. Je ne comprenais pas grand-chose aux lignes de code et au jargon juridique qui s'affichait, mais un mot, un seul, ressortait en rouge clignotant, au centre de la page, bloqué. Votre grand-père était un génie visionnaire, Océane, a commencé Maître Vaugrenard en se levant pour aller chercher un dossier épais et poussiéreux dans son armoire forte blindée. Quand il vous a légué la villa, il ne s'est pas contenté de vous donner les clés et de souhaiter bonne chance. Il savait à qui il avait affaire. Il connaissait la rapacité de son propre fils. Il a donc créé une forteresse juridique autour de ce bien. Il a ouvert le dossier marqué Succession Alistair Arlon, confidentiel. Écoutez bien, c'est crucial. La villa vous appartient en pleine propriété, c'est indiscutable. Mais Alistair a fait ajouter une note de verrouillage, lock note, spécifique au fichier national des hypothèques. Cette note stipule que tout transfert de propriété, toute mise en garantie, ou toute hypothèque concernant ce bien nécessite non seulement votre signature manuscrite, mais aussi votre présence physique obligatoire devant moi, ou mon successeur direct, avec une authentification biométrique. Je suis resté bouche bée, les yeux écarquillés. Biométrique ? Comme dans les films ? Empreinte digitale, a confirmé Vaugrenard en tapotant un petit boîtier sur son bureau. Alistair savait que votre père était capable d'imiter votre signature à la perfection. Il en avait fait la démonstration. Il avait peur qu'on vous drogue, qu'on vous force la main sous la menace, ou qu'on imite votre paraphe. Donc, il a fait insérer cette clause radicale. Aucun autre notaire en France, pas même Gambier, ne peut valider une vente sur ce bien sans recevoir un code de déverrouillage que je suis le seul à pouvoir générer après vérification de votre empreinte. Il a pointé à l'écran avec son index. Le système m'envoie une alerte immédiate dès que quelqu'un interroge le cadastre pour votre parcelle. Regardez ici. Il m'a montré une ligne de texte, une notification apparue il y a exactement 25 minutes. Alerte de sécurité, tentative d'accès au fichier. Étude de Maître Gambier. Motif, rédaction compromis de vente, urgence. Maître Gambier a ricané Vaugrenard. Il a tenté de forcer le passage. Votre père est allé le voir, probablement en lui promettant une commission juteuse sous la table. Que est-ce que ça veut dire concrètement ? Ai-je demandé, l'espoir commençant à remplacer la panique glacée qui m'habitait. Ça veut dire que la vente est impossible. Physiquement, informatiquement et légalement impossible. Le logiciel bloque tout. Mais ça veut dire aussi autre chose de bien plus grave pour eux. Son visage est devenu grave, presque menaçant. En tentant d'enregistrer la vente avec une fausse procuration sur un bien verrouillé, Maître Gambier a déclenché, sans le savoir, un mécanisme de sécurité automatique. Le système a bloqué la transaction et a flagué le dossier comme fraude potentielle. Il a laissé sa phrase en suspens, me laissant tirer les conclusions. C'est une tentative d'escroquerie avérée, ai-je chuchoté. Exactement. Et maintenant, nous avons deux choix tactiques. Soit je les appelle pour les prévenir que c'est fini, qu'ils peuvent rentrer chez eux. Soit. Il aime à regarder par-dessus ses lunettes, une lueur malicieuse dans les yeux. Soit on les laisse venir ici. Venir ici ? Dans votre bureau ? Maître Gambier vient de m'envoyer un message interne via le réseau des notaires, a dit Vaugrenard en consultant ses mails. Il voit que le dossier est bloqué chez moi. Il ne comprend pas pourquoi. Il pense que c'est un bug informatique ou un vieux dossier non clôturé. Il demande s'il peut passer avec les vendeurs pour régulariser la situation administrative et débloquer le fichier manuellement. Il est arrogant. Il pense qu'il peut m'intimider. J'y ai imaginé la scène. Mes parents, sur des pensant qu'il ne s'agit que d'une formalité administrative ennuyeuse. Les acheteurs, impatients, leur carnet de chèques à la main. Luna, attendant son argent quelque part, salivant à l'idée de sa liberté retrouvée. Une vague de chaleur m'a envahi. Ce n'était plus de la colère. C'était le goût métallique de la justice. Je voulais voir leur chute. Je voulais voir le moment exact où leurs espoirs s'écraseraient contre le mur de la réalité. Faites-les venir, ai-je dit d'une voix ferme. Je veux voir leur visage quand ils comprendront qu'ils ont tout perdu. Maître Vaugrenard a hoché la tête, approbateur. Il a tapé une réponse rapide. Je leur ai dit de passer tout de suite.
Ils seront là dans 15 minutes. Pendant ces 15 minutes des attentes interminables, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Luna. J'y ai hésité, puis j'y ai décroché, pour la première fois de la journée. Je voulais entendre sa voix une dernière fois avant la tempête. Océane ? Sa voix était mielleuse, faussement inquiète, un ton qu'elle utilisait quand elle voulait m'emprunter une robe de créateur. Papa, elle m'a dit que tu étais parti faire un tour pour te calmer. T'es où ? On va fêter la vente au restaurant Le Plongeoir ce soir. Tu viens ? C'est moi qui invite enfin, avec l'argent de la vente, une petite coupe de champagne pour fêter ma nouvelle vie ? L'audace. L'incroyable audace de cette fille. Elle vendait ma maison et elle m'invitait à fêter ça avec mon propre argent. Je suis occupée, Luna, ai-je répondu froidement. Oh, arrête de faire ta jalouse, a-t-elle répliqué, son ton durcissant instantanément. Tu pourras t'acheter un petit appart sympa avec ce qu'il restera. Allez, sois pas vache. J'y ai vraiment besoin de ce fric, Océane. Mes créanciers, ils ne rigolent pas. Ils ont dit qu'ils viendraient chez toi si je ne payais pas ce soir. Ils savent où tu habites. Chez moi ? Bah oui, j'y ai donné ton adresse comme garantie, a-t-elle lâché comme si c'était un détail sans importance. J'y ai dit que ma sœur était riche et qu'elle se porterait garante. C'est pour ça qu'il faut vendre. Pour te protéger aussi, tu vois ? Je fais ça pour toi. J'y ai raccroché sans répondre. Mes mains ne tremblaient plus. Ils avaient non seulement essayé de vendre ma maison, mais Luna avait mis ma sécurité physique en danger immédiat en donnant mon adresse à des criminels marseillais. Elle m'avait désigné comme cible. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Plus de pitié. Plus de lien du sang. La sonnette de l'entrée de l'étude a retenti. J'y ai entendu la voix forte et autoritaire de mon père dans le hall. Oui, on est pressé, Maître Gambier est avec nous, ouvrez. Maître Vaugrenard m'a fait signe de rester assise dans le fauteuil visiteur, dos à la porte. Prête pour le spectacle ? A-t-il demandé. Prête, ai-je répondu. La porte s'est ouverte. Et le piège s'est refermé. Mon père est entré le premier, tel un général en campagne victorieuse, balayant la pièce du regard. Il était suivi de ma mère qui tenait son sac Hermès, une contrefaçon ramenée de Turquie, contre sa poitrine comme un bouclier social. Derrière eux, un petit homme chauve et transpirant dans un costume mal coupé devait être Maître Gambier. Enfin, le couple des acheteurs fermait la marche, semblant de plus en plus confus et agacé par ce détour administratif imprévu. Quand Rodolphe a contourné le fauteuil pour s'adresser à Vaugrenard, il m'a vu. Son sourire commercial s'est figé instantanément. C'était comme voir une fissure apparaître sur un masque de porcelaine bon marché. Océane ? A-t-il bégayé, sa voix perdant 2 octaves. Que est-ce que tu fais là ? Tu as dit que tu allais faire un tour. J'y attends la signature, papa, ai-je répondu avec un calme olympien qui contrastait avec la tempête à l'intérieur de moi. Tu as dit que ça se vendait aujourd'hui, non ? Je ne voulais pas rater ça. Ma mère a repris ses esprits plus vite, son instinct de survie sociale prenant le dessus. Elle s'est tournée vers les acheteurs avec un rire nerveux, presque hystérique. Oh, quelle merveilleuse surprise! Notre fille a voulu être présente finalement pour nous donner sa bénédiction. Elle est si sentimentale. Quelle actrice! Elle aurait mérité un César pour ce rôle de mère dévouée. Maître Vaugrenard ne s'est pas levé pour les accueillir. Il est resté assis, impérial, les mains jointes sur son dossier, tel une statue de commandeur. Il n'a pas proposé de chaise aux nouveaux arrivants. L'ambiance s'est refroidie de 10 degrés. Bonjour, confrère, a-t-il dit sèchement à Maître Gambier, sans lui tendre la main. Je vois que vous tentez de passer un acte de vente sur la villa Alistair. Gambier a sorti un mouchoir pour essuyer son front luisant. Oui, Maître Vaugrenard. Bonjour. Le système informatique indique un blocage de niveau 5. Je pensais que c'était une erreur de mise à jour de votre part. M et Madame Arlon ici présents ont une procuration en bonne et due forme. Une procuration ? Vaugrenard a levé un sourcil broussailleux, feignant la surprise. Montrez-moi ça. Mon père a sorti un papier froissé de sa poche intérieure et elle a jeté sur le bureau avec arrogance.
C'est tout à fait légal. Elle l'a signé devant notaire. Elle ne peut pas le nier. Vaugrenard a pris le papier du bout des doigts, avec une grimace, comme s'il s'agissait d'un déchet toxique ou d'une preuve incriminante souillée. Il l'a lu lentement, faisant durer le plaisir, puis a levé les yeux vers mon père par-dessus ses lunettes. Monsieur Arlon, a-t-il commencé d'une voix lente et articulée. Ce document date de 5 ans. Il autorise la gestion du courrier courant, le paiement des factures d'eau et d'électricité. Il ne mentionne nulle part, je dis bien nulle part, le droit de vendre un bien immobilier, ni de disposer des actifs financiers de votre fille. De plus, juridiquement, il est caduc depuis le retour de votre fille en France il y a 4 ans. Une procuration cesse d'être valide dès que le mandant reprend ses capacités de gestion. C'est une question des interprétations. A aboyé mon père, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Je suis son père. Je sais ce qui est bon pour elle. Ces gens ont un chèque de banque. On signe maintenant. Gambier, faites quelque chose. Il a tapé du poing sur le bureau, faisant trembler la lampe de banquier. Les acheteurs ont reculé d'un pas, effrayés par cette violence soudaine. Monsieur, a intervenu à l'acheteur, visiblement très mal à l'aise. Si les papiers ne sont pas en règle, nous ne voulons pas de problème. Nous cherchons une maison, pas un procès. Taisez-vous. A hurlé ma mère, perdant son sang-froid et son masque de bourgeoise. C'est juste une formalité administrative. Océane, dis-leur. Dis-leur que tu es des accords. Fais-le pour Luna. Ne sois pas une petite garce égoïste. Elle s'est précipitée vers moi, m'agrippant le bras avec une force surprenante. Ses ongles manucurés s'enfonçaient dans ma chair à travers mon trench. Tu ne vas pas nous faire ça? Après tout ce qu'on a fait pour toi? Ta sœur va mourir si on ne paie pas ce soir. Tu veux la mort de ta sœur sur la conscience? C'est ça que tu veux? J'y ai regardé la main de ma mère sur mon bras. J'y ai vu la haine dans ses yeux. Pas de l'amour. De la haine pure parce que je refusais d'être leur victime. Lâche-moi, ai-je dit doucement. Non. Tu vas signer ce putain de papier. Elle m'a secoué comme un prunier. C'est là que maître Vaugrenard s'est levé de toute sa hauteur. Il mesurait près des 1,90 m. Madame Arlon, lâchez votre fille immédiatement ou j'y appelle la sécurité et je vous fais sortir manu militari. Ma mère m'a lâché comme si je l'avais brûlée. Elle a reculé, haletante. La vente n'aura pas lieu, a déclaré Vaugrenard, sa voix résonnant comme un verdict divin dans la pièce silencieuse. Non seulement parce que votre procuration est sans valeur juridique, mais parce que le titre de propriété de cette villa contient une clause de verrouillage absolu. Même si Océane voulait vendre aujourd'hui, sous la torture, elle ne le pourrait pas sans une procédure de déverrouillage de 3 mois. Le système est inviolable. Quoi? Mon père est devenu pâle comme un linge. Mais l'argent, on a promis à l'argent pour ce soir. Les gars attendent. C'est votre problème, monsieur, pas celui de votre fille, a tranché le notaire. Et maintenant, j'y ai une mauvaise nouvelle pour vous, et une très mauvaise nouvelle pour maître Gambier. Il a appuyé sur une touche de son téléphone fixe. Martine? Faites entrer les officiers, s'il vous plaît. Ils doivent être arrivés. Les yeux de mon père sont sortis de leurs orbites. Les officiers? De police? Oui, a dit Vaugrenard en se rasseyant calmement. Quand le système détecte une tentative de vente frauduleuse sur un bien verrouillé par une lock-note, le protocole impose de prévenir le procureur de la République. C'est automatique. Je ne peux pas l'arrêter. C'était un mensonge, bien sûr. Le système n'appelait pas la police tout seul. Vaugrenard les avait appelés pendant que j'y attendais dans son bureau. Mais c'était un mensonge magnifique, une mise en scène théâtrale pour les briser. La porte s'est ouverte à nouveau. 2 policiers en uniforme sont entrés, l'air sévère, l'eau de pluie ruisselant sur leurs casquettes et leurs imperméables. L'odeur de l'autorité a rempli la pièce. Monsieur Rodolphe Arlon? Madame Clotilde Arlon? A demandé le plus grand des deux, consultant un carnet. Le silence qui a suivi était assourdissant. On n'entendait plus que la respiration sifflante de mon père, proche de l'apoplexie. Mais le pire, le clou du spectacle, restait à venir.
car Luna, impatiente, inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son virement, avait décidé de nous rejoindre. Et elle arrivait dans le couloir, talons claquant sur le parquet, sans savoir qu'elle marchait droit dans la gueule du loup. Luna a fait irruption dans le bureau comme une tornade rose. Elle portait un manteau de fausse fourrure flashy, des lunettes de soleil sur la tête malgré l'orage, et mâchait un chewing-gum avec une vulgarité assumée. Elle ignorait totalement la tension électrique qui saturait l'air. Bon alors? Ça prend des plombes. A-t-elle lancé en entrant, sans même dire bonjour. J et les gars au téléphone, il est s'impatiente. Il est tout le chèque? Je dois aller à la banque avant la fermeture. Elle s'est arrêtée net au milieu de la pièce en voyant les uniformes bleus. Son regard a balayé la scène, mon père blême et tremblant, ma mère effondrée sur une chaise, maître Gambier qui essayait de se fondre dans le décor en rangeant ses dossiers, et moi, assise calmement, les observant. C'est quoi ce bordel? A-t-elle demandé, sa voix montant dans les aigus, perdant toute assurance. Pourquoi y a les flics? Le brigadier Morel, un homme à la carrure imposante, s'est avancé vers elle. Mademoiselle Luna Arlon? Ouais, c'est moi. Pourquoi? J'y ai rien fait. Nous avons reçu un signalement concernant une tentative d'extorsion de fonds, des abus de faiblesse et de fraude immobilière en bande organisée, a expliqué le policier avec une diction parfaite. Luna a éclaté de rire. Un rire nerveux, hystérique, qui sonnait faux. Extorsion? Et n'importe quoi. Vous délirez. C'est mes parents qui vendent la maison de ma sœur pourraient m'aider. C'est une affaire de famille. On s'entraide chez les Arlon. Océane est d'accord, pas vrai Océane? Elle s'est tournée vers moi, ses yeux implorant soudainement, changeant de tactique en une fraction de seconde. Dis-leur, Océane. Dis-leur que tu nous aides. Dis-leur que c'est un cadeau pour ta petite sœur préférée. Allez, sois sympa. J'y ai regardé ma petite sœur. J'y ai vu la peur panique derrière ses couches de fond de teint. J'y ai vu l'enfant gâté qui n'avait jamais entendu le mot nom de sa vie. Et j'y ai pensé à mon grand-père. J'y ai pensé aux insultes. J'y ai pensé au fait qu'elle avait donné mon adresse à des criminels, mettant ma vie en danger pour sauver ses fesses. J'y ai pris une grande inspiration. C'était le moment. Le point de non-retour. Je n'ai jamais donné mon accord pour cette vente, ai-je articulé d'une voix claire et audible par tous. Mes parents et ma sœur ont tenté de vendre ma propriété à mon insu, en utilisant de faux documents et en proférant des menaces. Et je porte plainte contre 3. Le temps s'est arrêté. On aurait pu entendre une mouche voler. Espèce de salope! A hurlé Luna, son visage se tordant de rage. Elle s'est jetée sur moi, griffe dehors, prête à me défigurer. Le policier l'a interceptée en plein vol, la saisissant par le bras avant qu'elle ne puisse m'atteindre. Elle se débattait comme une furie, griffant l'air, hurlant des obscénités. Tu veux que je meure? C'est ça? Tu veux qu'il me tue? Tu as 1 200 000 € et tu ne peux pas m'en donner la moitié? T'es qu'une égoïste. Une radine. Je te hais. J'espère que tu crèveras seule dans ta grande maison. Mon père, sortant de sa torpeur catatonique, a essayé de s'interposer maladroitement. Ne touchez pas à ma fille. Lâchez-la. Elle est fragile. Monsieur, calmez-vous ou on vous menotte aussi pour rébellion, a prévenu le brigadier en repoussant mon père d'une main ferme. Maître Vaugrenard a alors pris la parole, sa voix tranchante comme une lame de guillotine. Il y a plus, brigadier. Mademoiselle Luna vient d'admettre devant témoins qu'elle a des gars qui attendent l'argent. Cela confirme la dette auprès de créanciers illégaux et le mobile de escroquerie. Et Monsieur Arlon a menacé sa fille aînée plus tôt dans la journée de détruire sa réputation professionnelle. Ma mère s'est effondrée en pleurs bruyants, se cachant le visage dans ses mains. Mon Dieu, tout est fichu. Le scandale. Que vont dire les voisins? On ne pourra plus aller à la messe. Même à ce moment-là, alors que sa famille implosait, sa seule préoccupation était le regard des autres. Pas le fait que sa fille aînée venait d'être trahie, ni que sa cadette était impliquée avec la mafia locale. Juste les voisins. Juste les apparences. C'était pathétique.
Les acheteurs, qui assistaient à la scène, pétrifiés contre le mur, ont commencé à reculer vers la porte de sortie. Nous allons partir, a murmuré l'homme, livide. Nous retirons notre offre. Définitivement. Nous ne voulons rien avoir à faire avec ça. Attendez. A crié mon père, désespéré. On peut s'arranger. C'est un malentendu. Ça suffit, a coupé le policier. Monsieur et Madame Arlon, Mademoiselle Luna, vous allez nous suivre au poste pour éclaircir cette histoire de faux documents et de menaces. Maître Gambier, je pense que le conseil de l'ordre des notaires voudra aussi vous parler très rapidement. Vos agissements sont suspects. Alors qu'ils étaient escortés hors du bureau, mon père s'est retourné vers moi une dernière fois sur le seuil. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, juste une haine pure, froide, éternelle. Tu n'es plus ma fille, a-t-il craché. Tu es morte pour nous. Je te déshérite. J ai soutenu son regard sans ciller, sentant une force nouvelle m'envahir. Je suis morte pour vous le jour où vous avez choisi l'argent plutôt que moi, papa. Gardez votre héritage. Je n'en veux pas. J ai déjà ma liberté. Adieu. La porte s'est refermée sur eux. Le silence est retombé dans le bureau, l'eau m'est purifiée. Je me suis laissé aller contre le dossier du fauteuil. Je tremblais de tout mon corps. L'adrénaline retombait, laissant place à une fatigue immense. C'était fini. J'y avais gagné. Mais pourquoi avais-je l'impression d'y avoir perdu quelque chose d'essentiel? Maître Vaugrenard s'est levé, a contourné son bureau et a posé une main paternelle et réconfortante sur l'épaule. Vous avez fait ce qu'il fallait, Océane. C'était de la légitime défense. Il vous aurait détruite sans hésiter. Je sais, ai-je murmuré. Mais maintenant, je suis vraiment seule. Orpheline de mon vivant. Non, a-t-il répondu doucement. Maintenant, vous êtes libre. Et croyez-moi, la liberté a un prix élevé, mais elle en vaut la peine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car si vous pensez que Luna et mes parents allaient en rester là, vous ne connaissez pas la capacité de nuisance d'une famille narcissique acculée. Ce qui s'est passé dans les semaines suivantes a dépassé tout ce que j'y aurais pu imaginer. Les jours qui ont suivi ont été un mélange surréaliste de calme absolu et de chaos juridique. J ai suivi les conseils de Vaugrenard à la lettre. J ai fait changer toutes les serrures de la villa par un serrurier agréé. J ai fait installer un système des alarmes de pointe avec caméra de surveillance, relié directement au commissariat. Ma maison est devenue Fort Knox. Mes parents et Luna ont passé 24 heures en garde à vue. Grâce à l'intervention d'un avocat coûteux probablement payé avec les dernières économies de ma grand-mère maternelle, ils ont évité la détention provisoire immédiate. Mais ils ont été mis en examen pour faux, usage de faux, tentative d'escroquerie et menaces. Une ordonnance d'éloignement strict a été prononcée, interdiction absolue d'approcher de moi ou de ma maison à moins de 500 mètres. Mais la violence physique n'est pas la seule arme des personnes toxiques. Quand ils ne peuvent plus vous atteindre physiquement, ils attaquent votre réputation. Ils ont lancé une campagne de diffamation d'une ampleur effrayante. Dans la petite ville de Villefranche, tout se sait. Et ce qui ne se sait pas s'invente. Ma mère a raconté à qui voulait l'entendre, le boulanger chez qui j'y acheté mon pain depuis 10 ans, le prêtre, ses amis du club de bridge que j'y avais perdu la tête. Que j'y étais sous l'emprise d'une secte dangereuse qui en voulait à l'argent de la famille. Que j'y avais volé l'héritage de ma sœur en manipulant mon grand-père sénile et que je les avais attaqués en justice parce qu'ils voulaient simplement m'aider à gérer mon argent pour ne pas que je le donne au gourou. J'y ai commencé à recevoir des regards en biais quand j'y allais faire mes courses. Des murmures sur mon passage. Le silence qui se fait quand j'y entre dans la pharmacie. Des gens que je connaissais depuis l'enfance changeaient de trottoir pour ne pas me saluer. Ma tante Huguette a créé un groupe Facebook intitulé Justice pour la famille Arlon, peignant ma sœur comme une victime du système judiciaire et moi comme le bourreau ingrat. C'était douloureux. Terriblement douloureux d'être le méchant de l'histoire alors que j'étais la victime. J'y ai failli craquer. J'y ai failli retirer ma plainte juste pour que ça s'arrête, pour retrouver une vie normale. Mais un soir, en rentrant chez moi, j'y ai trouvé quelque chose devant mon portail. Ce n'était pas une lettre de menace de ma famille. C'était une pierre. Une grosse pierre de jardin, jetée à travers la vitre de ma boîte aux lettres qui gisait en morceaux sur le sol.
Enroulé autour de la pierre avec un élastique, un papier froissé. On sait où tu habites. Paix pour ta sœur ou on brûle tout. Ce n'était pas à l'écriture de mon père. C'était à l'écriture grossière et menaçante des créanciers de Luna. La réalité, elle m'a frappé de plein fouet. Mes parents, elles n'avaient pas réussi à vendre la maison, donc Luna, elle n'avait pas pu payer. Et maintenant, ces problèmes devenaient les miens. La menace, elle n'était plus théorique, elle était sur mon paillasson. J'y ai appelé le brigadier Morel. Il est venu immédiatement avec une équipe. Il a pris la note avec des gants en latex, son visage grave éclairé par les gyrophares bleus. Mademoiselle Arlon, la situation devient critique, a-t-il dit. Vos parents ont mis le doigt dans un engrenage très dangereux. Nous avons identifié les personnes à qui votre sœur doit de l'argent. Ce sont des usuriers basés à Marseille, connus pour leur violence. Ils ne bluffent pas. Que est-ce que je dois faire? Ai-je demandé, terrifié, serrant mon gilet contre moi. Partez, a-t-il conseillé sans détour. Juste pour quelques semaines. Le temps qu'on démantèle ce réseau. Luna a craqué en garde à vue, elle a donné beaucoup d'informations pour essayer de sauver sa peau. Elle a balancé les noms. La police judiciaire prépare une descente massive. Mais en attendant, vous êtes une cible prioritaire car ils pensent que vous avez l'argent. J'y ai regardé ma villa. Mon sanctuaire. Devoir fuir ma propre maison à cause des eux? C'était l'injustice ultime. La victoire finale de leur toxicité. Mais j'y ai écouté la raison. J'y ai fait mes valises en 10 minutes. J'y ai pris mes bijoux les plus précieux, les dossiers importants, mon ordinateur, et je suis parti dans la nuit. J'y ai loué un Airbnb anonyme dans l'arrière-pays niçois, un petit studio perdu dans la montagne, loin de la mer, loin des souvenirs. Pendant mon exil de 3 semaines, j'y ai eu le temps de réfléchir. Seul, sans internet, avec pour seule compagnie le vent dans les pins. J'y ai réalisé que la famille, ce n'est pas le sang. La famille, c'est le respect. C'est la sécurité. C'est la confiance. Et mes parents avaient rompu ce contrat tacite il y a bien longtemps. 2 semaines plus tard, le brigadier Morellet m'a appelé. C'est fini, Océane. On les a arrêtés. Le réseau est tombé ce matin. Et, nous avons trouvé des preuves intéressantes chez l'un des usuriers lors de la perquisition. De quelles preuves parlez-vous? Ai-je demandé, le cœur battant. Des enregistrements téléphoniques. Votre père a négocié avec eux il y a 3 jours. Il leur a proposé de se servir dans votre villa en attendant la vente. Il leur a littéralement donné la permission de venir vous cambrioler pour récupérer des objets de valeur, des tableaux, vos bijoux, pour payer une partie de la dette. Le téléphone a failli me tomber des mains. Mon propre père. Il avait autorisé des criminels à violer mon intimité, à potentiellement me faire du mal si j'y avais été là, juste pour couvrir la dette de Luna. Il m'avait vendu. À ce moment précis, le dernier lien, le dernier fil ténu qui me rattachait à est brisé net. Ce n'était plus de la tristesse. C'était du dégoût. Une indifférence totale, absolue et glaciale. J'y ai dit au policier d'une voix blanche, ajoutez ça au dossier. Je veux qu'ils prennent le maximum. Je ne retirerai rien. Je suis rentré chez moi le lendemain. Le soleil brillait enfin. J'y ai ouvert les volets. La maison sentait le renfermer, mais elle était toujours là. Elle était à moi. Et pour la première fois, elle ne semblait plus hantée par l'ombre de mes parents. Mais le procès approchait. Et je savais que ce serait la dernière confrontation et l'ultime bataille. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard, au tribunal correctionnel de Nice. La salle des audiences était bondée. Les rumeurs de village avaient attiré les curieux, les voisins voyeurs, et même quelques journalistes locaux friands de drames bourgeois. Mes parents étaient assis sur le banc des accusés. Ils avaient vieilli de 10 ans. Mon père était voûté, son arrogance habituelle avait disparu, remplacée par une peur visible. Il portait un costume froissé. Ma mère pleurait silencieusement dans un mouchoir en dentelle, jouant encore et toujours la comédie de la mère éplorée. Luna, elle, regardait ses ongles, elle l'air ennuyée, comme si elle attendait son tour chez le coiffeur. Elle ne semblait pas réaliser la gravité de la situation. Quand j'y ai été appelée à la barre pour témoigner, j'y ai senti tous les regards sur moi. J'y ai raconté toute l'histoire.
Est l'enfance, la négligence, le favoritisme incessant, et enfin, cette journée fatidique. J'y ai parlé avec calme, sans haine, juste des faits bruts. J'y ai décrit la douleur de ne jamais être assez bien. Est l'avocat de mes parents, un ténor du barreau aux méthodes agressives, a essayé de me faire passer pour une fille ingrate et calculatrice. Et n'est-il pas vrai, mademoiselle, que vos parents vous ont logé, nourri et blanchi pendant 20 ans? A-t-il tonné? Et n'est-il pas naturel pour des parents aimants de vouloir aider un enfant en détresse? Vous êtes riche, mademoiselle Arlon. Et n'auriez-vous pas pu faire un geste pour votre sœur? J'y ai regardé l'avocat dans les yeux et j'y ai répondu. Aider un enfant en détresse est naturel, maître. Voler un enfant pour en sauver un autre ne l'est pas. Sacrifier la sécurité de L1 pour le confort de L autre est criminel. Mon argent, je l'ai gagné. Eux, ils ont voulu le voler. Le procureur a été impitoyable dans son réquisitoire. Il a brandi la fausse procuration comme une arme. Il a fait écouter à la cour l'enregistrement audio récupéré chez les usuriers, où l'on entendait distinctement la voix de mon père dire « Allez-y, servez-vous chez elle, la porte de derrière est fragile. Prenez ce que vous voulez, ça couvrira les intérêts. » Un frisson des horreurs a parcouru la salle. Même les amis de ma mère, ceux qui me jugeaient dans la rue, ont baissé la tête, honteux. Le masque était tombé. Tout le monde voyait enfin qu'ils étaient vraiment des lâches prêts à tout, même à livrer leurs filles au loup, pour préserver leur image et leur enfant roi. Le verdict est tombé tard dans la soirée, après 3 heures de délibéré. Rodolphe Arlon, 2 ans de prison dont 1 enferme pour faux, usage de faux et complicité de tentative de vol aggravé. Clotilde Arlon, 18 mois de prison avec sursis. Luna Arlon, 1 an de prison avec sursis, obligation de soins psychologiques et de travail des intérêts général. Et surtout, 50 000 € de dommages et intérêts à me verser solidairement. Quand le juge a prononcé la sentence, mon père ne m'a pas regardé. Il fixait ses chaussures. Ma mère a poussé un cri étouffé, comme un animal blessé. Luna a haussé les épaules en soupirant, comme si on venait de lui annoncer une mauvaise note à l'école. En sortant du tribunal, la nuit était tombée. L'air était frais. Maître Vaugrenard m'attendait sur les marches. Il souriait, un sourire fier. C'est fini, Océane. La boucle est bouclée. Justice est faite. Alistair serait fier de vous. Je crois qu'il le serait, ai-je souri en retour, les larmes aux yeux. Je suis sortie sur le parvis du palais de justice. Je me sentais légère. Une légèreté physique que je n'avais jamais connue. Je n'avais plus de famille, c'est vrai. J'y étais techniquement seule au monde. Mais je n'avais plus de boulet aux pieds. Je n'avais plus peur de mon téléphone. J'y ai croisé ma tante Huguette sur le parking. Elle m'a foudroyé du regard, la haine déformant son visage. « Tu es contente ?» a-t-elle craché. « Tu as envoyé ton père en prison. Tu as détruit ta famille. Tu finiras seule, Océane. Seule avec ton argent et ta grande maison vide. Personne ne t'aimera jamais. » Je me suis arrêtée. J'y ai pris le temps de la regarder, cette femme amère qui n'avait jamais rien construit. Mieux vaut être seule dans une maison vide que mal accompagnée dans une maison pleine de mensonges, tante Huguette, ai-je répondu calmement. Et ma maison ne sera pas vide. Elle sera remplie de paix. Quelque chose que vous ne connaîtrez jamais. Je suis montée dans ma voiture et je suis partie sans me retourner. C'était la dernière fois que je la voyais. Cela fait maintenant 1 an que le procès est terminé. La vie a repris son cours, mais elle est différente. Profondément meilleure. Les couleurs sont plus vives et l'air est plus léger. Mon père est en prison. Il m'écrit parfois des lettres depuis sa cellule. Des lettres où il alterne entre les supplications pour que je lui envoie de l'argent et les reproches sur mon ingratitude. Je ne les ouvre pas. Je les brûle dans la grande cheminée de la villa. C'est devenu un rituel purificateur. Regarder ces mots de manipulation se transformer en cendres et s'envoler dans la cheminée me procure une paix immense. Ma mère vit seule dans un petit appartement en banlieue. Elle a dû vendre leur maison, la vraie, pas la mienne, pour payer les frais de justice exorbitants et une partie des dettes de Luna qui continuent de courir. Elle essaie de m'appeler à chaque Noël et à mon anniversaire. Je ne décroche pas. J'y ai bloqué son numéro, mais elle en change souvent.
Quant à Luna, elle a dû trouver un travail pour la première fois de sa vie, une obligation du juge. Elle est serveuse dans un bar à touristes à Nice. On m'a dit qu'elle se plaint à tous les clients de sa sœur milliardaire qui elle a ruiné par jalousie. Qu'elle parle. Ces mots ne m'atteignent plus. Ils ne sont que du bruit de fond. J ai utilisé l'argent des dommages et intérêts, ces 50 000 € arrachés à leur cupidité, pour créer une fondation. La Fondation Alistair. Elle aide les jeunes adultes qui sortent de foyers toxiques ou qui sont rejetés par leur famille à trouver un logement d'urgence et à financer leurs études supérieures. Je transforme l'argent de la haine en argent de tel espoir. Chaque étudiant que j'y aide est une petite victoire sur mon passé. Ma villa est toujours là, surplombant la mer éternelle. J ai redécoré le salon. J ai enlevé les meubles que les étrangers avaient touchés ce jour-là. J ai mis des couleurs vives, des plantes tropicales, de la lumière partout. Ce n'est plus la maison de mon grand-père, ni celle que mes parents convoitaient. C'est ma maison. Elle me ressemble. J ai aussi rencontré quelqu'un. Un architecte qui ne connaît pas mon passé, qui aime à rencontrer lors d'un vernissage. Il est même pour qui je suis, pas pour ce que je peux lui donner. Nous prenons notre temps. J'y apprends à faire confiance à nouveau, à baisser ma garde. Ce n'est pas facile, les cicatrices sont profondes, mais chaque jour est une victoire. Parfois, quand il pleut et que l'orage gronde sur la baie, je repense à ce jour-là. Je repense à l'agent immobilier dans l'entrée, au sourire suffisant de mon père, à la peur qui m'a saisi. Et je me dis que c'était, paradoxalement, la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Cet événement a été l'incendie nécessaire. Le feu qui a ravagé la forêt de mensonges, mais qui a permis à de nouvelles graines, saines et fortes, de germer sur les cendres. J ai perdu des parents que je n'avais jamais vraiment eus, mais je me suis trouvé moi-même. J ai trouvé ma force. On nous apprend dès l'enfance qu'il faut honorer ses parents. Qu'il faut pardonner à la famille quoi qu'il arrive, car le sang est plus épais que l'eau. C'est un mensonge dangereux. Le respect se mérite, quel que soit l'ADN. L'amour se nourrit des actes, pas de mots. Et la protection de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie pure. Si vous êtes dans une situation similaire, si vous sentez que votre famille vous draine, vous utilise, vous rabaisse, vous manipule, n'attendez pas qu'ils essaient de vendre votre maison dans votre dos. N'attendez pas qu'ils franchissent la ligne rouge de l'illégalité. Écoutez votre instinct. Posez vos limites maintenant. Dites non. Et si nécessaire, partez. Coupez les ponts. La culpabilité passera, je vous le promets. La liberté, elle, restera pour toujours. Voilà, c'était mon histoire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir partagé ce voyage douloureux mais libérateur avec moi. J'espère qu'elle vous donnera la force de mener vos propres batailles, quelles qu'elles soient. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez vécu quelque chose de similaire, s'il vous plaît, laissez un JM sur cette vidéo. C'est un petit geste pour vous, un simple clic, mais cela m'aide énormément à faire connaître cette chaîne et à partager ce message avec des autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Nous avons besoin de construire une communauté de soutien, une famille que nous choisissons nous-mêmes, basée sur le respect et l'écoute. Enfin, une dernière chose importante, racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille? Comment vous êtes-vous senti après? Culpabilité ou soulagement? Je lirai toutes vos histoires avec attention. Prenez soin de vous. Vous valez bien plus que ce qu'ils disent. À bientôt.
Guys, please buy me the grooming for powder. Oh, hell nah. That's not even, that's 100% all powder fur. Oh my god. I don't even know. That looks like it. I'm just gonna keep it in there, you know? Make another doll with it. Another doll? Okay. Does it start? Oh my god, it starts! Oh my god, it starts! Yeah, girl needs grooming ASAP. I know! Hold up. Okay. Let's just walk. Should I get powder to walk on it now? That's probably more entertaining than me doing cardio. I don't need to do cardio. Oh my god, what if we train powder to walk on it right now? Okay. I don't know if she'll do it. I just don't know what to do. Even powder is shocked you're doing cardio. Catwalk? Yes. Now taking bets for how long before Mana gives up? Probably 5 minutes. It won't even open. The treat won't even open. Oh my god. Sometimes I smell this cat food and I'm like, I want some. I wish I were a cat. It smells so good. Don't think I realize, can't you tell? Okay, I'll just cut it. Oh shit. What's the question marks for? Powder, come here! Oh my god. Yeah, I don't need a video if I can just show you guys now. Holy fuck. Wait, how do I turn it down? Powder, come here! No! Wait, what if I like put her on it? It's okay. Maybe it's too fast. Oh shit, it's too fast. Thank you for the gifted peso! W sub! I mean, W gifted. She looks so worried. I think it's too fast. How do I turn it down? Okay, I made it slower. How do I... Let me move this. Pour powder. No, she's excited. She's happy to be here. Powder, come here. Come here. You have to go down the other way. This way. Come here. Aw, she's doing it. Oh shit, I dropped it in the pad. Lick it. Lick it now. Aw. I dropped a bit in the tab. Poo. Pog? I thought that said poo. Come here. Wait, come back. This way. Yeah, no, this way. Okay, fine, you get some. Good girl. Oh my goodness, she's doing it. Wow. Okay, fine, you get some. Fine, you get some. Good girl. Oh my god, I'm gonna make a TikTok account for her. And her biggest inspiration is gonna be that black cat that treadmills and to bomb-ass music. I think the cat's name is Oliver or something. Come here. Oh my goodness. No. Oh my god. Who? Golden, thank you for the sub. I appreciate the sub. W sub. Oh my god. The blood's rushing to my head. Good girl. What the hell? No swiping. Wow, she's so smart. She's so fearless. Come here. No.